En Afrique, on peut dire qu'un vent constitutionnel souffle, mais pas forcément celui de la consolidation démocratique. Au Bénin, à moins de 6 mois de la présidentielle, Patrice Talon a fait adopter en pleine nuit, dans une assemblée dominée par sa majorité, une réforme assez importante de la Constitution. Allongement des mandats, création d'un Sénat au pouvoir considérable, mais non élu, trêve politique post-électorale pouvant museler l'opposition et nouveaux mécanismes de contrôle qui feront du futur ancien président un acteur institutionnel incontournable malgré son départ annoncé. Au Togo, Faure Gnassingbé avait déjà redessiné les institutions pour rester au sommet sous une autre forme en devenant président du Conseil des ministres. Ailleurs, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Tanzanie, on transforme l'arme constitutionnelle en arme politique pour éliminer les adversaires les plus dangereux. Assiste-t-on à une nouvelle génération de coups d'État constitutionnels? Est-ce du génie juridique ou de l'ingénierie autoritaire? Et que reste-t-il de l'esprit de limitation du pouvoir posé par les constituants africains après les années 1990? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un invité qui décortique depuis plus de 20 ans le constitutionnalisme africain. Il s'agit de Stéphane Boll, professeur de droit public à l'université Paul Valéry à Montpellier, ancien animateur du blog La Constitution en Afrique et directeur de la revue Droit et politique en Afrique. Bonjour Stéphane Boll. Bonjour. Alors, je suis ravi d'être parmi vous. Merci. Le Bénin vient d'adopter en pleine nuit une révision constitutionnelle majeure. Beaucoup y voient une réforme sur mesure pilotée par Patrice Talon, d'autres une modernisation. Quels sont les points les plus importants de ce texte et quels sont, à vos avis, les objectifs qui sont visés? Avant toute chose, j'aimerais aussi recontextualiser cette révision de la Constitution qui a donc, comme vous l'avez dit, été adoptée dans la nuit du 14 au 15 novembre dernier. En réalité, c'est le point culminant, le stade suprême d'une série de réformes politiques et institutionnelles entamées par Patrice Talon, le président Patrice Talon, qui est au pouvoir depuis 2016. Vous avez dit réforme importante parce que effectivement, c'est une réforme qui s'inscrit dans un climat de plus en plus illibéral, comme nous disons aujourd'hui. C'est-à-dire dans un climat où les droits démocratiques ne sont plus respectés comme ils l'étaient auparavant. Et cette révision de la Constitution, elle couronne toute une séquence de réformes qui ont eu pour effet de priver à plusieurs reprises l'opposition de la possibilité même de participer aux élections. Il faut se souvenir que à l'élection présidentielle de 2021, lorsque Patrice Talon a été réélu, sa réélection est intervenue après que des candidats déclarés à l'élection présidentielle aient été exclus du scrutin et même arrêtés. La révision de 2025, elle, intervient au moment où le principal parti d'opposition, dirigé par l'ex-président Boni Yayi, vient de voir son candidat à l'élection présidentielle lui aussi recalé. Donc, c'est un contexte tout à fait particulier qui tranche avec ce qui existait auparavant au Bénin. Et donc, c'est une nouvelle ère qui effectivement n'est pas une ère de consolidation démocratique, mais peut-être bien une ère de déconsolidation démocratique dans un monde où
on peut constater une certaine dépression démocratique. Alors justement, pour parler de ces dernières réformes, quels sont les points les plus importants? Qu'est-ce qui va le plus changer la donne? Déjà, il faut dire que cette révision correspond à une vision constitutionnelle qui est celle de Patrice Talon, celle d'un retour au développementalisme. C'est le développement d'abord, la démocratie après. Et cette révision de 2025, à mon sens, elle précipite un véritable changement de régime. Il ne s'agit pas de simples retouches à la Constitution du 11 décembre 1990. Cette deuxième révision de la Constitution de 1990, qui vient après celle de 2019, est véritablement une révision qui est une sorte de chamboule-tout. Chamboule-tout. Alors, vous en avez parlé, il y a cette fameuse trêve politique. Et ça, c'est une innovation majeure. De quoi s'agit-il? Il s'agit que, à partir de la proclamation définitive de l'élection présidentielle, jusqu'aux 12 mois précédant la prochaine élection présidentielle, eh bien, l'opposition doit observer un certain nombre de comportements. L'opposition est en quelque sorte sous surveillance de ce Sénat dont nous allons parler par la suite. L'idée, c'est que le Bénin ne soit plus en proie à des campagnes électorales permanentes et que l'opposition s'en tienne à des critiques constructives. L'idée, c'est qu'elle participe d'une certaine manière aux actions gouvernementales. Et donc là, il y a une sorte de paradoxe, puisque il y a la volonté affichée de finalement caporaliser les comportements des opposants. Ensuite, la deuxième grande innovation, c'est la création d'un Sénat. D'un Sénat qui sera composé essentiellement d'anciens, des anciens présidents de la République, des anciens présidents de l'Assemblée nationale, des anciens présidents de la Cour constitutionnelle. Un Sénat, une sorte de chambre des anciens qui aura pour mission expresse de réguler la vie politique, de veiller aux mœurs politiques. À l'évidence, on n'est pas face à un Sénat classique, puisque comme vous l'avez souligné, il n'y aura aucun élu dans ce Sénat. C'est ès-qualité que les sénateurs exerceront ce nouveau rôle. Et surtout, et ça a été une des surprises, c'est le troisième point important de la révision de 2025, c'est l'allongement des mandats. L'allongement de tous les mandats électifs à 7 ans. Autant pour le président de la République que pour les députés, que pour les maires et les conseillers communaux. Cela ne figurait pas dans la proposition initiale qui avait été portée par les présidents des groupes parlementaires de la majorité présidentielle. Et c'est au petit matin du samedi 15 novembre que les Béninois ont découvert que désormais, les élections n'auraient lieu que tous les 7 ans. Voilà un tableau général
cette révision qui est, dit-on, en attente de validation par la Cour constitutionnelle et qui, en toute hypothèse, n'est pas encore promulguée. Alors, qu'est-ce que Patrice Talon cherche? Est-ce qu'il cherche à baliser la voie pour Romuald Wadani, son dauphin, qui a beaucoup de chances, énormément de chances d'être élu? Est-ce qu'il cherche à partir pour mieux rester? Cette formule partir pour mieux rester, c'est évidemment pas une formule que chérirait un partisan de Patrice Talon, parce que en apparence, Patrice Talon, en mai 2026, ne sera plus président de la République. Quand je dis en apparence, il ne sera plus président de la République. Et on peut y voir là que la promesse figurant dans la Constitution, c'est-à-dire en aucun cas de toute sa vie, un Béninois ne pourra pas faire plus de 2 mandats, cette promesse-là sera bien remplie, alors que l'on a pu voir dans d'autres pays africains que les présidents cherchaient au contraire à briguer un 3e, voire un 4e mandat. Maintenant, il est vrai qu'on ne peut lire les textes que dans un certain contexte. Vous l'avez dit, il y a une surdomination des 2 partis de la majorité présidentielle. Et c'est Patrice Talon lui-même qui a choisi son successeur en la personne de Romuald Wadani, qui est son inamovible ministre des Finances depuis 2016. Donc, d'une certaine manière, au travers du très probable futur président de la République élu en 2026, le tallonisme va perdurer. Mais ce qui apparaît préoccupant, c'est que en réalité, l'Assemblée nationale qui a voté la révision de la Constitution a offert en quelque sorte un parachute doré à Patrice Talon. Il ne sera plus président de la République, mais il sera automatiquement membre de droit du Sénat. Membre de droit du Sénat jusqu'à 85 ans. Et de plus, on peut se demander si il ne vise pas la présidence du Sénat. Le Sénat, je l'ai dit tout à l'heure, aura un grand rôle, celui de veiller au respect de la trêve politique, celui de manière plus générale de veiller aux mœurs politiques, de réguler la vie politique. Et évidemment, si Patrice Talon devenait en 2026 président du Sénat, on voit bien qu'il pourrait jouer encore un rôle très actif dans la vie publique au Bénin. Parce que justement, ce Sénat, Stéphane Bol, président du Sénat. Ce Sénat, Stéphane Bol, il a l'initiative des lois, comme le président de la République. Ce Sénat composé de membres non élus. Non, il n'a pas l'initiative des lois. Il est exact qu'il a un rôle législatif, mais il n'a pas l'initiative des lois. Ce qu'il a la possibilité de faire, c'est d'objecter à certaines lois essentielles, notamment tout ce qui concerne l'organisation du pouvoir, les questions sensibles comme la défense et la sécurité. Il a la possibilité de s'opposer à des lois. Il a aussi la possibilité, tout comme le président de la République,
de demander à l'Assemblée nationale qu'elle réexamine une loi qu'elle a déjà votée. Donc il y a bien un rôle législatif, mais moi ce qui m'apparaît encore plus important, c'est ce rôle de régulation de la vie politique, de veiller aux mœurs politiques, parce que là, je pense que on ouvre une boîte de Pandore. Justement, est-ce que ce type de Sénat, ce type de chambre haute parlementaire existe dans des pays démocratiques? Une assemblée aussi puissante composée de personnes absolument non élues? Alors, le Sénat à la béninoise, à mon sens, est vraiment une institution sans équivalent. Et lorsqu'on le compare à ce qui existe ailleurs dans le monde, à d'autres Sénats, pour moi, cela n'a absolument rien à voir. Partout dans le monde, les Sénats ont un caractère quelque peu aristocratique ou notabiliaire, particulièrement lorsqu'ils sont élus au suffrage indirect. Dans certains pays africains, on a vu que des Sénats ont été créés, des Sénats soit simplement élus au suffrage indirect, soit des Sénats où il y a une partie des sénateurs qui sont directement nommés par le président de la République. Ici, la formule qui a été retenue avec cette révision de 2025 au Bénin, elle est tout autre. Déjà, il n'y aura de toute façon aucun élu. Il y a, je l'ai évoqué, il y aura des membres de droit, des anciens présidents de la République et d'institutions majeures. Il y aura également des sénateurs nommés par le président de la République, avec une particularité, c'est que le vivier des personnalités qui pourront être nommées au Sénat, ce sont des personnalités qui ont exercé le commandement des forces de défense et de sécurité. Et là, on est quelque peu étonné du retour quelque part des militaires au sommet de la vie publique au Bénin, puisque le mot d'ordre de la conférence nationale de 1990, c'était que les militaires devaient rester dans leur caserne et ne rester dans leur état militaire, et qu'on ne pouvait participer à la vie politique que si on avait cessé d'être militaire. Et il y a aussi la possibilité qu'il y ait des sénateurs complémentaires qui seraient nommés à parité par le président de la République et le président de l'Assemblée nationale, pour aboutir à un Sénat de 25 membres. Donc là, on est véritablement face à une assemblée élitiste, non élue, et il ne faut pas s'en tenir simplement à la composition. Je pense que il faut bien mesurer quel sera le pouvoir de ce Sénat. Et en particulier, il est inscrit en toutes lettres dans la loi de révision que le Sénat aura le pouvoir de sanctionner par la privation ou la suspension des droits civiques ou politiques les acteurs politiques. Les acteurs politiques en général, pour, je le lis en même temps, pour leurs actes et propos susceptibles de porter atteinte à l'unité nationale, au développement de la nation, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits humains, à la paix, au renforcement de l'État.
et à la stabilité politique du pays. Parce que pour les promoteurs de la révision de 2025, encore une fois, c'est le développement avant toute autre chose. Donc cela me semble pas le développement. dangereux. Et finalement, ce Sénat à la béninoise, si on essaie de trouver une institution comparable, il faut remonter très loin dans le temps, et il ressemble plutôt au Sénat conservateur de bonapartistes, hein, sous le consulat et les deux empires en France, que au Sénat que l'on trouve ailleurs dans le monde. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas fallu, justement, vu l'ampleur de ces changements, les faire passer pour les légitimer par le feu du référendum? Alors, effectivement, la question de la procédure d'adoption de la révision, il faut aussi s'y pencher. La constitution béninoise n'impose pas le référendum. Elle n'impose pas le référendum, ou plus exactement, elle permet d'éviter le référendum si le 4/5 des députés à l'Assemblée nationale votent une loi de révision de la Constitution. Ça, c'est le texte. Toute la question à chaque fois, c'est de savoir ce que l'on fait d'un texte. Il est évident, comme je le disais tout à l'heure, que nous sommes face à une révision de grande ampleur, d'une ampleur bien plus importante que celle de 2019, et d'un point de vue, j'allais dire, d'une morale constitutionnelle, il aurait été évidemment plus pertinent de soumettre la réforme à un référendum, mais manifestement, c'est pas du tout le choix qui a été fait, et cela pose des problèmes. De la même manière, vous avez dit que ce texte a été adopté nuitamment. Il y a eu très peu de publicité faite autour de la proposition de révision qui avait été déposée le 31 octobre. Tout cela s'est fait dans une certaine précipitation, dans un délai extrêmement bref, et évidemment, c'est pas la meilleure manière de fabriquer de nouvelles normes constitutionnelles. Alors, au Togo, Faure Gnassingbé s'est transformé, en tout cas a construit le cadre constitutionnel pour pouvoir se transformer en président du Conseil des ministres qui cohabiterait avec un président de la République pour contourner la limitation des mandats. En tout cas, c'est comme ça que certains observateurs ont analysé ce choix de modification constitutionnelle. Est-ce que c'est la même logique, c'est-à-dire configurer le pouvoir pour y perdurer, mais y perdurer de manière acceptable, pas de manière bête et méchante comme les présidents qui font 8 mandats comme Paul Biya? Oui, alors, vous parliez dans votre introduction d'ingénierie, de savoir à quoi on fait face. Il est évident que les meilleures idées constitutionnelles peuvent être finalement instrumentalisées, dénaturées, et ça a été le cas au Togo, puisque quand on suit l'actualité constitutionnelle africaine, beaucoup d'intellectuels avaient prôné le régime parlementaire, et en réalité, la nouvelle constitution togolaise de 2024 a bien introduit formellement le régime parlementaire, mais effectivement, pour que ce soit toujours la même personne, en l'occurrence Faure Gnassingbé, qui soit au pouvoir. Changement de titre, mais finalement, le réel n'est pas changé, le détenteur du pouvoir
est exactement le même. Il est vrai que la formule béninoise est en quelque sorte beaucoup plus soft, puisque si on admet l'hypothèse que en 2026, à la fin du premier semestre 2026, Patrice Talon pourrait devenir président du Sénat, cette fonction ne le mettrait pas aux prises avec l'action publique quotidienne au sommet de l'État. Il n'empêche que le Sénat tel qu'il est conçu est une véritable tour de contrôle. Tour de contrôle de l'Assemblée nationale élue, tour de contrôle du président de la République élu. Et tout l'enjeu est de savoir, finalement, la manière dont le Sénat, éventuellement présidé par Patrice Talon, se comportera. Est-ce que ce sera une ombre tutélaire lointaine, ou est-ce qu'il y aura véritablement une sorte de caporalisation des institutions élues par le Sénat? On pourrait se retrouver, alors je vais aller à l'extrême, avec un Patrice Talon qui ainsi resterait dans les institutions et en quelque sorte serait, si je peux me permettre, le guide suprême d'une république développementaliste. Ouais. Alors, dans plusieurs pays, comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cameroun, la Tanzanie, on utilise le droit constitutionnel et électoral pour écarter les adversaires les plus dangereux, Stéphane Boll, parrainage opaque, invalidation de certains, interdiction judiciaire, convocation du droit pénal. Sommes-nous entrés dans une ère où la Constitution, mais également le pouvoir judiciaire, deviennent des armes politiques offensives qui enlèvent à la démocratie son sel, c'est-à-dire la glorieuse incertitude des résultats? Ce qui me paraît évident, c'est qu'il y a une dévitalisation de la démocratie, voire un escamotage, et que par divers moyens, et apparemment tous les moyens sont bons, on se dirige vers ce que l'on a coutume d'appeler maintenant des démocraties illibérales, donc des démocraties qui n'en sont pas vraiment. Et vous avez cité certains des instruments. Ce ne sont pas que des instruments qui nécessitent une révision de la Constitution. Ça peut passer par une révision de la Constitution, mais de plus en plus, on essaye de... il y a des candidats, notamment à l'élection présidentielle, qui sont éliminés sans que on touche à la Constitution. On a vu ce qui s'est passé, par exemple, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, où on change subrepticement le nom d'un responsable politique, de parti politique, devant investir un candidat à l'élection présidentielle. Maurice Kamto. Et voilà, et ça a permis l'élimination de la candidature de Maurice Kamto. En Côte d'Ivoire, on voit bien que l'impossibilité quelque peu tirée par les cheveux d'être inscrit sur les listes électorales a permis l'invalidation de candidatures de poids lourds de l'opposition ivoirienne, que ce soit Laurent Gbagbo ou Tidjane Thiam. Tidjane Thiam.
Ce qui est, à mon sens, le plus préoccupant, ce sont les pratiques judiciaires et l'élimination de certains opposants, l'élimination de certains opposants qui sont poursuivis pour des infractions diverses et qui peuvent paraître parfois non caractérisés, non établis. Nous étions en train de parler du Bénin. On ne peut pas évoquer la trajectoire du Bénin sans évoquer le sort de Rekia Madougou et de Frédéric Joël Aibo, qui depuis 2021 sont incarcérés, j'allais dire embastillés. Et effectivement, on avait coutume de penser que en Afrique se pratiquaient des démocraties de surface, et avec divers moyens, que ce soit des révisions constitutionnelles, des parrainages opaques, d'élimination des listes électorales et de très lourdes condamnations pénales, il semble bien qu'il y ait un retour en arrière. Alors, comment sortir, selon vous, du jeu malsain des tripatouillages constitutionnels hors référendum? Parce que finalement, désormais, si vous avez la majorité parlementaire plus qu'absolue, c'est-à-dire de quoi vous passez du référendum, vous pouvez vraiment faire des révisions constitutionnelles de confort pour résoudre des problèmes politiques immédiats. Est-ce qu'on peut sortir de là? Est-ce que vous avez des recommandations pour finalement empêcher la constitutionnalisation de l'autoritarisme en Afrique? Alors, pour vous répondre, je vais me permettre de prendre deux précautions. D'abord, il ne faudrait pas considérer qu'un constitutionnaliste, surtout de nationalité française, puisse être un donneur de leçons. Il a une certaine expertise, mais il n'est pas là pour donner des leçons, parce que ce sont d'abord aux Africains de décider quelle doit être leur constitution, quel doit être leur système politique. Donc ça, c'est une première précaution. Une seconde précaution, et peut-être c'est là le problème, en réalité, il n'y a pas d'assurance tout risque en matière constitutionnelle. Ça, c'est, j'allais dire, une loi entre guillemets universelle. Il n'y a pas d'assurance tout risque. Les constats que l'on peut faire par rapport à toutes les dérives que nous avons évoquées, c'est que pour retrouver le chemin d'un constitutionnalisme positif, pour réinstaurer une démocratie pleine et entière, il me semble qu'il y a un certain nombre de données incontournables. Il y a des besoins impérieux pour retrouver une trajectoire plus conforme d'ailleurs à un certain nombre de textes internationaux. Je pense au protocole de la CEDEAO, puisque la question aussi c'est est-ce que on peut ne pas respecter le fameux délai de 6 mois. Je pense aussi à la charte africaine de la démocratie, de la gouvernance et des élections, puisqu'il y a beaucoup de grands écarts avec ces textes. Donc, au risque d'enfoncer des portes ouvertes, moi je vois trois éléments qui me semblent essentiels. Le premier, pour ressourcer les régimes constitutionnels, il faut qu'il y ait davantage de participation populaire. Vous voyez comment a été adoptée la révision au Bénin. On est très loin du processus qui avait conduit à la Constitution du 11 décembre 1990. Retrouver le sens du dialogue,
retourner sous l'arbre à palabres pour se concerter, pour qu'il y ait une très large participation de savoir ce que l'on veut, où on veut aller, en changeant, en adaptant, peut-être en tropicalisant les systèmes constitutionnels. Et pour cette participation, il faut un choc de confiance. Ça ne doit pas être évidemment un dialogue verrouillé à l'avance, comme malheureusement on a pu en voir ces derniers temps. Ensuite, il me semble également qu'il faudrait que les règles qui sortent de ce dialogue reposent avant tout sur l'inclusion. L'inclusion pour que chacun s'approprie non seulement la Constitution, la loi fondamentale, mais s'approprie la chose publique. Il y a des efforts à faire dans ce sens, et en particulier arrêter de considérer que les textes doivent finalement servir d'élection primaire. Parce que la sélection aujourd'hui par les textes, dès lors qu'il y a des conditions déraisonnables, que ce soit de fond ou de forme, pour se présenter aux élections, il faut absolument tourner la page pour aller justement vers un système inclusif. Enfin, tout cela ne sera possible que s'il y a de l'éthique, que si celles et ceux qui sont mis en avant ont un souci du bien commun, ont un souci du bien public, et que celles et ceux qui pratiquent la politique finalement comme des délinquants, eh bien, soient mis de côté. En définitive, alors c'est Patrice Talon au Bénin et le nouveau Sénat qui vont les mettre de côté. Petite blague. Oui, alors, effectivement, on pourrait le penser, mais vous avez vu comme moi ce qui s'est passé par rapport aux candidatures à l'élection présidentielle de 2026. L'opposition, enfin le plus gros parti d'opposition, les démocrates, dirigé par l'ex-président Yahya Boni, avait tout juste le nombre de députés qu'il fallait pour parrainer son duo de candidats à l'élection présidentielle, c'est-à-dire 28. Il a suffi qu'un député fasse défection pour que finalement ce parti soit absent de l'élection présidentielle. Et je souligne aussi que c'est à cause de la défection d'autres députés de ce même parti que la révision de la Constitution a pu être adoptée sans référendum. Et donc peut-être faudrait-il écrire en toutes lettres dans la Constitution qu'un certain nombre d'éléments du noyau dur de la Constitution ne peuvent pas être remis en cause sans référendum. Et évidemment, cette éthique dont je parlais, elle peut effectivement être inscrite, elle aussi, dans le marbre des textes. Et finalement, me semble-t-il, l'objectif à poursuivre pour revenir à un constitutionnalisme positif, c'est peut-être de suivre ce que disait, il y a longtemps déjà, maintenant en 2009, Barack Obama, quand il disait que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, elle a besoin d'institutions fortes. Merci beaucoup Stéphane Boll de nous avoir accompagnés dans les dédales de ces enjeux juridiques, constitutionnels et politiques. Et merci à vous d'avoir regardé cette première partie de notre édition de Décrypter l'Afrique, la quotidienne.